le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième numéro du Talking Esprit Payade. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est jour de derby. Ça arrive, et oui, que deux fois dans une saison. C'est peut-être le match le plus important dans la saison du Montpellier Hérault, ce derby face aux voisins du Nîmes Olympique. Donc, nous allons faire l'avant-match comme nous en avons l'habitude avant chaque rencontre. Donc, nous allons avoir nos trois rubriques habituelles. Donc, comme d'habitude, la première partie, la revue de l'actu, où nous allons faire un gros point mercato à seulement 24 heures de la clôture du marché pour la France. Donc, nous allons revenir sur les dernières actus qui ont fait qui animent le mercato montpelliérain ces derniers jours. Nous allons revenir également sur le match qui s'est joué le week-end dernier à Dijon, match nul à l'extérieur de partout. Nous allons revenir sur les clés du match et ensuite donc, nous basculerons sur notre grande partie, ce match qui nous intéresse, le derby entre Montpellier et Nîmes, à voir voir la forme de nos voisins nîmois, le jour à suivre de Lucas et bien sûr nos pronostics en fin d'émission. Nos chroniqueurs qui sont là aujourd'hui, il y a Lucas qui est avec nous. Lucas, bonjour. Bonjour Dorian et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Et bonjour à Fabrice également. Bonjour Fabrice. Salut les gars. Et alors, on va commencer l'émission avec la revue de l'actu. Alors, avant de venir sur cette actu complète, nous allons dédier cette émission évidemment à Claudric qui a disparu cette semaine, grand supporter du MHSC. Voilà, il s'est en allé cette semaine et voilà, on pense à lui, on pense à sa famille et nous lui dédions évidemment cette émission. Voilà, donc hommage à Clauderic, décédé cette semaine. Sans transition, on va passer sur l'actu de la semaine avec l'actu mercato. Il y a eu quelques rumeurs, quelques arrivées, quelques départs pas majeurs, on va en parler. Concernant les rumeurs, on a eu Gaëtan Laborde, pisté par West Ham. Alors, un chèque entre 15 et 20 millions d'euros était évoqué. Pour l'instant, rien de concret. Gaëtan Laborde s'est présenté hier en conférence de presse. Il est pour l'instant Montpelliérain et à la tête sur le derby de tout à l'heure. Messieurs, est-ce que vous imaginez voir Gaëtan Laborde partir avant la clôture du mercato? Ça semble très compliqué vu le temps qui nous reste, Lucas. Ouais, compliqué, mais déjà il me semble que Nicolas avait dit qu'à partir du 26 septembre, il n'y a aucun joueur qui partirait. Logiquement, il y aura pas de départ. Après, bien sûr, on sait très bien que s'il y a 30 millions qui sont posés sur la table, il partira de suite. Après, pour l'instant, on parle de 15, 20 millions, il n'y a rien de concret. C'est juste des rumeurs. Je ne pense pas qu'il partirait pour cette somme. Déjà, pour nous, ce serait quand même une grosse perte parce qu'il fait la bonne paire avec Delors et Laborde. Ça fait quand même du bien pour nous, pour notre équipe. Et surtout que ça trahirait le projet qu'on a fait cette saison en recrutant Mavididi en tant que joker. Si on perd Laborde, ça nous ferait un duo Mavididi-Delors et on aurait le même problème que l'année dernière, c'est-à-dire on n'aurait pas de remplaçant en attaque. Après, si derrière on recrute, pourquoi pas, mais la barre de 6 parts, il faut que ce soit une grosse somme et surtout qu'on puisse recruter derrière. Fabrice, même avis, voilà, ça semble compliqué. Peut-être pour le mercato d'hiver à surveiller. Peut-être pour le mercato d'hiver. Et assez d'accord avec Lucas qui disait, ça me fait un peu penser au transfert d'Isaac Mbenza. Je me rappelle il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus, quand à la toute dernière minute, je crois que c'est les 2, 3 derniers jours, il y avait un club anglais à moitié riche, là, un peu débile sur les bords. Il avait acheté 15 bâtons. Voilà, Huddersfield. Huddersfield, oui. Il avait acheté 15 bâtons. Bon, forcément, tu peux espérer que le vendre à ce prix-là. Mais après, la board, voilà, ça reste quand même la paire, comme dit Lucas, avec Delors. Ça serait un peu chiant ensuite pour nous de retrouver un autre joueur derrière. On fait quoi? On prend un très bon joueur, un très bon attaquant et on laisse Mavididi derrière sur le banc, ou est-ce qu'on monte d'un cran Mavididi, ou est-ce qu'on. Enfin, après, ce serait compliqué quand même. En plus, à quoi normalement, le mercato est fini en 3 jours, 2 jours, je ne sais plus. Il Moi, finit demain sincèrement, soir, oui. Il finit fini demain demain Le soir. soir. Fini 4 demain soir. octobre, ouais. Et voilà. Et sincèrement, j'imagine pas du tout Nicolas vendre maintenant la board. Après 15-20 millions, ça fait quand même réfléchir. Mais je pense qu'au vu de l'objectif de la saison, je pense que ce serait complètement débile de le vendre maintenant.
Ouais, c'est sûr que oui, l'objectif, comme l'a dit Lucas, de recruter Matt Didi était surtout pour soulager le duo de devant. Et donc, oui, la perte de la Borde remettra en cause ce recrutement-là. Du côté des départs, il y a quand même eu un départ. Alors, vous n'allez pas me dire, monsieur, que ça a bouleversé grand-chose au sein de l'équipe première, mais Bastien Badu a été reprêté à Chambly pour une saison. Il était déjà prêté l'an dernier à ce club de Ligue 2. Donc voilà, peut-être pour le faire progresser, messieurs, je vous fais pas réagir, mais voilà, je donne l'info pour nos auditeurs. Du côté des arrivées, alors pareil, pour préparer l'avenir des jeunes joueurs, Warren Caddy arrive en provenance de Sète. Il a d'ailleurs marqué avant-hier hein, lors de la victoire 4-0 des Sétois face à Boulogne-sur-Mer. Donc il a signé à Montpellier, mais il reste à 7 en prêt jusqu'à la fin de saison. Lucas, un joueur pour préparer l'avenir. Alors même si tu connais peut-être pas Warren Caddy, voilà, si tu connais pas le joueur, est-ce que tu peux t'attendre à d'autres arrivées, même pareil, si le timing est court. On en avait parlé des Déjà, défenseurs. pour, Voilà. pour Warren Caddy, pardon, c'est compliqué à dire. Je vais te contredire, il n'a pas encore signé. Hein. C'est en bonne voie, mais il n'a pas encore signé. Il a- Donc, oui, non, il n'a pas encore Oui, signé. vas-y. Oui, 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 t'as raison, t'as raison. J'ai mis l'info sur Esprit Payade d'ailleurs. Exactement. Oui, oui, Et, oui. non, apparemment, il signerait à Montpellier et serait prêté dans la foulée à 7. Donc, c'est l'info qui serait d'actualité. Et il finirait donc la saison à 7 pour rejoindre Montpellier cet été. Donc ça, ce serait quand même une bonne chose pour qu'il engrange encore un peu d'expérience. Parce que là, il en a quand même 3 buts en 5 matchs. Donc il fait un bon début de saison. Et si, ça pourrait être une bonne option pour l'avenir à Montpellier pour miser sur des jeunes. Après, comme tu l'as cité, on a Badu, on a Amour qui Oui, sont encore là. Et oui, oui, effectivement, faut qu'il confirme encore chez les jeunes. Mais on a quand même un peu de potentiel devant. Mais c'est sûr que Caddy, après, je ne le connais pas plus que ça, mais ça pourrait être une bonne chose. Et après, tu me demandais si on allait recruter encore. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On a quand même pas forcément de la qualité, mais on a de la quantité en attaque. On a des salaires. Ce serait compliqué de recruter encore des attaquants. et voilà, tout ça, la question, il fallait peut-être se la poser avant. Pour l'instant, pas de rumeurs côté Montpellier-Rennes. Alors oui, oui, je rectifie mon info. Effectivement, oui, Caddy n'a pas encore signé à l'heure où on se parle au MHSC. Alors on verra comment ça évolue dans les prochaines heures ou alors ça sera pour les mercatos suivants, comme tu l'as dit, Lucas. Fabrice, en 2 mots, ouais, rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je ne le connais pas du tout et je pense que ça va surtout servir pour la réserve. Hmm. Après, on peut Dans avoir un des bonnes premier temps, oui. surprises. Oui, dans un premier temps. Après, on peut avoir des bonnes ou mauvaises surprises. Bah, on peut se rappeler de Florian Sotoka, qui maintenant joue en Ligue 1 avec Lens. Par C'est vrai. exemple, il est passé, je crois, il y a 4-5 ans à Montpellier. D'ailleurs, Oui, c'est Xavier Collin à l'époque qui m'a Ouais, fait. il était à Grenoble. c'était pas un Et passage Oui, il est flamboyant, à mais Béziers. ouais. et Il est à quand Béziers. Grenoble était encore dans les nationales, dans les CFA. Hmm. Ouais, mais après, il est venu à Béziers. Et après, c'est justement à Béziers, on l'a pris à Monsieur Xavier Collin. Et après, il avait un peu gueulé, je me rappelle. Et bah, écoute, on peut le gamin, en tout cas, pour revenir à Caddy, personnellement, je ne connais pas, je n'ai pas trop renseigné dessus. Et en soi, bah, écoute, si ça peut servir pour la réserve et ensuite, pourquoi pas faire son trou avec l'équipe première, jouer les troubles faits, pourquoi pas. C'est Et vrai du que coup, Ouais, on vas-y, mettrait un Lucas. euro pour Caddy? Oh là 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 là. Bon, allez. Bon, passe, vas-y, passe, Ouais, passe, passe. passe. On Oui, va non, couper mais au montage. c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même oui, des jeunes d'avenir pour l'instant de la réserve du MHSC. Ça peut être de bon augure pour les années à venir. Lucas, tu les as cités. C'est vrai qu'il y a de la qualité. Ça sera à surveiller. On passe, messieurs, à la deuxième partie de l'émission. Le match face à Dijon, un match nul de partout à l'extérieur face à l'équipe qui n'avait pris pour le moment 0 point en Ligue 1 sur les 4 premiers matchs. Les buteurs et Bimba à la 8e minute, on va y revenir sur une erreur de Vittorino Hilton. Delors a égalisé à la 50e minute avant que Dijon repasse devant 9 minutes plus tard sur une tête d'Eko Manga. Et enfin, Savanier a égalisé à la 90e sur penalty, un penalty qui a fait discuter côté Dijonais, qui est un peu plus évident, messieurs, de notre côté. On va y revenir, donner votre avis sur la faute. Mais d'abord, en quelques mots, la question habituelle, qu'avez-vous retenu de ce match? Fabrice, je te pose la question. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match nul à Dijon? Bah, du positif et du moins positif, naturellement. Dans le négatif, bah, on ne gagne toujours pas à l'extérieur déjà. Euh,
depuis le début de la saison, je trouve que notre défense, on est plus, on suit comme l'année dernière. Je trouve qu'on n'est plus aussi solide que ça. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait un seul match avec un seul clean sheet. C'est Et vrai. après, je dirais dans le positif, déjà une équipe par réaction déjà. Une équipe par réaction parce on a quand même réussi à réagir à 2 buts. Et après, je trouve qu'on a l'abord de l'or, il se retrouve de plus en plus. Je trouve qu'ils font un très bon début de saison, dire comparé à l'année dernière. Et je dirais le dernier petit point positif, c'est qu'on a normalement le match, si on le joue l'année dernière, on le perd. Et là, on a réussi à égaliser, donc on ne perd pas à l'extérieur. On perd pas à l'extérieur, mais voilà, quand même Dijon qui a mené pendant une grosse partie du match, hein, Lucas, on a quand même eu peur que Montpellier perde. Alors, il y a eu cette réaction après le premier but dijonnais, mais manque d'efficacité en première mi-temps. En deuxième, ça a été un peu plus compliqué après le deuxième but dijonnais. Au final, le match nul a été sécurisé. Est-ce que c'était mérité au final pour Montpellier? Euh, Moi, franchement, j'ai envie de répondre non. Parce que Dijon nous a malmené toute la deuxième mi-temps, hein, parce qu'ils ont, à partir du moment où ils mènent 2-1, ils ont quand même plusieurs occasions derrière. On est passé proche de la correctionnelle. On s'en sort avec un penalty très généreux sur Delors, parce que bon, il y a un petit accrochage, mais il plonge. S'il plonge pas, il y a pas faute, hein, on va pas se mentir. Il siffle pas penalty. Ça a été très poussif. Pour moi, non, c'est pas forcément mérité. Certes, en première mi-temps, il y a des occasions. Il y a peut-être un penalty qui aurait dû être sifflé pour Savanier. Mais moi, ça a été très compliqué. Très compliqué. Fabrice, toi, est-ce que tu penses que le nul a été mérité? Et même avis que Lucas ou pas sur le penalty obtenu par TJ Savanier? Généreux, peut-être? Déjà, je pense qu'on n'est pas ici pour parler de l'arbitrage, déjà pour commencer. Pardon? Penalty, pas penalty. Déjà, je trouve qu'au niveau arbitrage, je pense qu'on n'est pas ici pour en parler. Ok, peut-être penalty, pas penalty, mais c'est un fait de jeu. Et moi, de ce que j'ai vu dans le match, c'est que je trouve qu'on a quand même eu les meilleures occasions. Mais je suis quand même d'accord avec Lucas dans le sens, on mérite pas plus que ça. Même si on a eu des occasions avec Delors, même si on fait une barre ou un poteau, je sais plus, ça a été poussif, quoi. Et on peut pas être, si on veut jouer l'Europe, on peut pas être aussi poussif que ça à l'extérieur. Et le problème vient de là. Déjà, je pense qu'il faut, je sais pas comment Derzakarian va faire. Ça mélange entre le manque de chance à l'extérieur, le destin, je sais pas. Enfin, en tout cas, faudra se reprendre et être bien moins poussif, être bien plus dominateur et être bien plus tueur, déjà pour commencer, et éviter toutes ces erreurs qu'on fait en début de gratuit. Lucas, qu'est-ce qui a manqué rapidement au MHSC pour prendre les 3 points à Dijon? De la rigueur défensive. Il nous a manqué, tout simplement, je pense qu'il nous a manqué un Hilton euh, sérieux entre guillemets, parce que c'est lui qui nous fait la connerie en début de match, qui nous coûte le but. Si tu prends pas un but d'entrée, peut-être que c'est pas la même, parce qu'après derrière, eux ils jouent le contre, ils mettent le bus derrière, ils attendent la moindre occasion pour les devants, et nous attaquer à l'extérieur avec une équipe bien regroupée, c'est toujours plus compliqué. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être la hargne qu'on a à domicile. Mais quand on joue à l'extérieur, forcément, c'est pas pareil. Et en étant mené au score, c'est plus compliqué. Après, rapidement, on se souvient quand même de la tête de la board qui peut nous faire prendre l'avantage de buts à 1. C'est peut-être le tournant du match, c'est l'arrêt de De Gomis. Gomis, ouais, qui était très Sans bon. ça, peut-être, oui, sans ça, peut-être que c'est nous qui gagnons. Mais après, c'est un fait de match. Et l'erreur de Litton en début de match n'a pas arrangé les choses. Ouais, il y a eu ça, il y a eu aussi après l'égalisation de Montpellier, voilà, qui sentait, on sentait Montpellier, oui, c'est ça, qui pouvait prendre le devant sur ce match. Au final, quelques minutes après, c'est Kwele Manga qui redonne l'avantage aux siens, et donc du coup, le scénario est le même. Dijon défend et essaye de conserver son résultat, chose qu'ils ont failli parvenir si l'arbitre n'avait pas sifflé penalty. On passe aux notes rapidement. Alors, les notes qu'on a attribuées pour ce match sur le site espritpayet.com. Jonas Omlin 5, Junior Sambia 4, Congrès 5, Hilton 3,5, Mendes 5, Ristich 5, Le Talec 5, Ferry 4,5, Savanier 6,5, Laborde 6, Delors 6,5. Messieurs, un top et un flop. Fabrice, je te donne la parole pour le top et le flop.
Moi, je pense, à mon avis, si on m'entend toujours, ça va se résumer à on attaque bien, mais on prend des buts. Et je pense que les notes le définissent extrêmement bien. On a vu, Hilton fait son erreur. J'ai trouvé une défense pas si, un petit peu, comment dire, un peu fébrile, Fabrice qui a le don de contourner la question. Voilà. J'ai un petit demandé peu un top et un passive, flop. un petit peu passive. Et justement, ben, je te l'ai dit, mon top et mon flop. L'attaque et la défense, le flop. Non, mais je- on parle de Eh, joueurs, monsieur. On parle de joueurs. allez, Et ça je peut être pense. possible aussi. Bah oui, bah écoute, pour moi, sincèrement, quand tu prends toute la défense, pour moi, le samedi dernier, ça a été un flop. Bon. Mis à part à l'attaque, où quand tu vois les trois joueurs, Savanier, Delors et Laborde, il y en a un qui met un but, l'autre il fait une passe D, et la défense, bah, ça a été fébrile. Donc pour moi, Alors, je te l'accorde c'est- pour l'attaque et dans les tops et la globalité de la défense dans les flops. Je te l'accorde, mais je veux quand même deux joueurs à citer. Mais je vais les donner si tu veux. non, Allez, vas-y, vas-y. bah, tu sais quoi, je Vas-y, pense dans le Lucas. flop, on va mettre. Attends, je peux le faire quand même. Vas-y. Je pense que dans le flop, je vais mettre Hilton. Et dans le top, je pense que je mettrai Laborde quand même. Ok, Lucas. En flop, Hilton, malheureusement. C'est le fautif de la première occasion qui aurait pu nous coûter cher en début de match et qui nous a coûté cher quelques minutes après avec le but dijonais. Même si après il s'est rattrapé, c'est inexcusable. Même si on espère qu'il va se rattraper, et on le sait qu'il va se rattraper dès tout à l'heure face à Nîmes, on l'espère. Et en top, je vais dire Delors parce que c'est lui qui nous remet dans le droit chemin en égalisant. Et c'est lui qui provoque le penalty. Donc, peut-être un retour gagnant pour Delors parce qu'il a marqué face à Angers et il enchaîne face à Dijon. Donc, je pense il avait la rage de se rattraper de ce début de saison. Donc, ouais, en top, Delors. Alors, même si ça a l'air très, comment dire, très sûr pour nous que Kilton fasse partie du flop de ce match, nul ne doute, oui, comme l'a dit Lucas, qui se rattrapera. Des erreurs, ça arrive à tout le monde et donc on sait que Kilton nous permettra d'encaisser moins de buts cette saison. Nul ne doute de sa solidité défensive, pardon. Euh, Montpellier n'arrive toujours pas à gagner à l'extérieur, on l'a dit, qui plus est contre le dernier de Ligue 1, donc il y a eu des bonnes choses, il y en a eu aussi des mauvaises, on les a citées, messieurs. Est-ce que, à l'image de l'an dernier, vous avez trouvé qu'il y avait toujours les mêmes problèmes à l'extérieur? Fabrice, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé par rapport à l'an dernier ou tu as vu que c'était un peu plus encourageant? Je trouve que c'est quand même un peu plus encourageant. Je trouve surtout au niveau offensif. Parce que l'année dernière, quand on regarde un petit peu tous les matchs, on perd souvent les matchs 1-0, genre Strasbourg, Reims, ou des matchs comme ça, on va dire, un peu éclatés au sol. Et là, j'ai trouvé que on a eu quand même un peu de réalisme, même si on a quand même un peu galéré sur différentes phases de jeu, sur différentes périodes. On prend, admettons, l'ouverture du score jusqu'à la moitié de la mi-temps, je crois, de la première mi-temps. Et ensuite, quand on égalise, je crois, après le second but, jusqu'à la 90e, on va dire qu'on a joué à peu près la moitié du match. Même en jouant la moitié du match, on arrive à faire 2-2. Donc d'un côté, c'est un peu encourageant, mais d'un autre côté, on a toujours un petit peu cette passivité qu'on a à l'extérieur. Il y a quelques points, on sent qu'il y a quelques points communs, quelques sales souvenirs qui nous reviennent un peu, mais d'un autre côté, il y a quelques points positifs. Donc sincèrement, c'est assez mitigé et on ne peut pas dire qu'on ait progressé. Après, encore une fois, il y a encore 2 matchs à l'extérieur. Après, j'espère que ce sera, on va dire, une sorte de match référence pour se dire, bon voilà, on a fait un bon match à Dijon, maintenant, il faut essayer de faire mieux. Et après, je sais pas, après, je pense qu'on peut très bien repartir sur de sales bases, repartir sur une saison de merde à l'extérieur et repartir sur une super saison à domicile. Après, je pense qu'il y a tout un mélange, quoi. Il y a tout un mélange de pas de cul, de problèmes défensifs, de hargne un petit peu sur certains points. Enfin, après, on n'a pas la science infuse, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout pour nos matchs à l'extérieur. Lucas, pareil, les mêmes soucis à l'extérieur que l'an dernier. Alors, donc, du coup, un peu plus encourageant pour Fabrice. À noter quand même que Dijon a mené 73 minutes durant cette rencontre. C'est pas rien. Ben, déjà, j'ai envie de dire que c'est compliqué de répondre à la question quand on sait que on est mené d'entrée. Alors, si on se fie à l'année dernière, oui,
on repart sur les mêmes bases parce qu'on se fait malmener d'entrée. Mais là, ça se joue sur une erreur d'Hilton qui n'est pas habitué, qui n'est pas coutumé du fait. C'est pas forcément une grosse erreur défensive globale. C'est une erreur d'un joueur seul. C'est Hilton qui fait la couille. Après, euh, on a quand même du répondant. On revient au score. On lâche rien, on égalise sur penalty à la fin et on voit quand même qu'on sait être dangereux à l'image de Savanier, de l'or de la Borde devant. On sait que, je pense pas, oui, ça peut être encourageant comme le dit Fabrice. Après, il faudra de la rigueur défensive forcément parce qu'on prend quand même un but sur corner. Dijon est proche de faire carrément le break après avoir mené 2-1 au score. Mais offensivement, il y a des choses encourageantes et j'espère qu'on va pas refaire pareil que l'année dernière. Et ben, on espère aussi, et il faudra vérifier ça lors du prochain match de Montpellier à l'extérieur. Il aura lieu après la trêve à Monaco, donc dans 2 semaines. On va passer au match qui nous intéresse désormais, le match entre Montpellier et Nîmes. Nîmes qui a pris 5 points sur ses 5 premiers matchs de championnat, donc une victoire très convaincante face à Brest lors de la première journée de championnat, 4-0 face aux Brestois. Ensuite, il y a eu une défaite à Nantes, une défaite à domicile face à Rennes 4-2, un match nul à Lyon 0-0 et donc dernièrement un match nul assez poussif face à Lens, hein, messieurs. Est-ce que vous avez vu le match? Alors, c'était compliqué, c'est en même temps que Montpellier, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, Fabrice, Lucas, quelques actions du dernier match de Nîmes? Moi, j'ai pas vu le match parce que j'étais en même temps en train de regarder Montpellier face à Lens. Donc Nîmes face à Lens, ils étaient quand même menés au score. Il y a Ferrat qui revient au score, qui égalise. Ça prouve peut-être que Nîmes a du mal face à une équipe lensoise promue, mais qui quand même qui répond présent cette année en ce début de saison. Lens, faut le dire. Oui. Après, je ne saurais pas te dire si Nîmes a très bien joué ou pas. J'ai Je pas vu vais le vous le match. dire, justement, j'ai rematé le match pour vous. Fabrice, toi, t'as vu quelques actions? Non? Vous êtes trop bon, Sir Bronzon. Alors non, j'ai vu le résumé rapidement, mais moi, je pense que je vais plutôt faire une analyse complète, on va dire, enfin complète, par rapport au Alors, début de saison de Nîmes. vas-y. Et en fait, concrètement, c'est qui le maintient, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mm. Donc, ça a des points forts, ça a des points faibles, mais quand on voit l'effectif sur le papier, on ne donne pas trop ça, on donne pas trop cher de sa peau, quoi. Quand on voit en plus des Lens ou des Lorient qui ont été promus, qui jouent plutôt bien, avec, mis à part peut-être Dijon qui est en dessous et les Strasbourg qui sont mal en point et Reims aussi. Après, bon, ce sera une équipe qui jouera le maintien et il faudra voir surtout comment ils évoluent déjà ce dimanche. Et est-ce qu'on va les tuer comme chaque année ou Ouais. on va mongoliser? Ça. Ça va être la grande question, oui, effectivement. Alors, Nîmes, oui, il ne faut pas oublier, donc oui, qui joueront probablement le maintien pour la troisième saison consécutive. Mais bon, enfin voilà, c'est quand même, il me semble, le plus petit budget de Ligue 1. À voir suivant les 2 promus, mais l'an dernier, c'était déjà le cas, qui a recruté beaucoup. On va en venir, mais à des postes, voilà, à des postes clés et des joueurs vraiment pas chers, hein, 7 millions dépensés au total pour 7 joueurs. C'est quand même un mercato assez intéressant de la part des Nîmois. Alors, pour le match du week-end dernier face à Lens, oui, alors les Nîmois totalement dominés pendant 70 minutes face aux Lensois. Lens a ouvert le score en première mi-temps, mais a eu plusieurs occasions pour faire le break. Et là où les hommes de Francaise, donc l'entraîneur lensois, peuvent se mordre les doigts, c'est que voilà, ils n'ont pas su tuer le match. Et derrière, sur les dernières minutes, Nîmes a touché un peu plus le ballon. Ferrat était plus présent avec le ballon. Et forcément, ça a mené à l'égalisation nîmoise sur un centre en retrait de Renaud Ripard. Ce qu'on peut dire, c'est que Nîmes, défensivement, il y a quelques lacunes encore. C'est pas solide malgré les renforts qui sont arrivés. La charnière centrale peine encore à rassurer et à être solide. En attaque, il y a des joueurs qui aiment avoir le ballon, Ferrat, Benraou. Mais voilà, ça manque encore d'efficacité. À noter quand même que Nîmes est l'équipe qui cadre le plus ses frappes en Ligue 1. Égalité avec Montpellier, 30 frappes cadrées depuis le début de saison.
on aura un match assez offensif peut-être dans quelques heures au stade de la Mosson. Le mercato nîmois en venait. Donc plusieurs arrivées, notamment l'arrivée majeure qui pourrait être celle de Birger Meling, latéral gauche norvégien. Messieurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, notamment lors de la première journée face à Brest, auteur d'un but et de passes décisives, qui a été très bon lors de ce match. Il y a eu également Andrés Cubas, milieu défensif, qui est donc venu renforcer ce secteur défensif niçois un peu à la peine. Paul Bernardoni est parti, retour de prêt, est parti par la suite à Angers, mais c'est Baptiste René, ancien gardien toulousain, qui est venu renforcer, enfin prendre la place de Paul Bernardoni. Patrick Burner, défenseur droit, est arrivé en provenance de Nice. Il y a eu également, donc c'était vendredi, deux arrivées. Karim Aribi, attaquant algérien de 26 ans, et Niklas Eliasson, milieu gauche suédois. Beaucoup d'arrivées au Nîmes Olympique et peu de départs. Donc Paul Bernardoni et Romain Philippotto qui est parti à Brest. Un mercato assez intéressant et avec des joueurs, enfin on peut le dire, Nîmes s'internationalise. Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Ben déjà, j'ai envie de dire un mercato malin parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un supporter nîmois. Melling, il m'a dit que c'était 500 000 euros. Oui, C'est recruté dans un pays comme la Norvège, un truc comme ça, c'est il me ça. semble. C'est ça, oui. Donc c'est vraiment et c'est des joueurs qui sont certes pas reconnus, pas mis en valeur, mais qui ont quand même un niveau, mais qui valent pas cher parce qu'ils sont dans un petit championnat. Pareil pour Kubas, c'est en Amérique du Sud, c'est ça? En Argentine, oui, c'est ça. Ouais, donc en Amérique du Sud. Donc c'est des joueurs qui valent pas cher et qui sont quand même intéressants. Après les autres, je saurais pas vraiment dire. Il y a eu la grosse perte Bernardoni. René, il était bon à Dijon. À Toulouse, il s'est un peu perdu, mais ça reste quand même un gardien d'assez bon niveau. Après, le reste des recrues, je ne saurais pas m'exprimer dessus. Benraou peut-être qui était déjà là en prêt Oui, l'an dernier, oui, oui, oui. qui venait de Bordeaux et là qui a été recruté définitivement, qui est aussi une des pièces maîtresses de l'attaque nîmoise cette saison. Oui, oui, c'est un joueur intéressant, à l'image de Ferrat, technique et qui sait faire la différence. Alors je rectifie pour le chiffre, c'est 11 millions ouais, de dépenses pour le mercato nîmois. Pour 7 joueurs, ça reste quand même assez intéressant. Fabrice, hein, d'accord avec Lucas, un mercato malin, on peut le résumer comme ça. Mercato malin et surtout, est-ce que tu peux me donner la stat, surtout les chiffres ils ont vendu pour combien surtout? Alors Monsieur Stat. de toute façon, ils ont vendu deux joueurs, donc vendus entre guillemets, puisque Paul Bernardoni était en prêt, donc n'a pas engendré Ouais. d'indemnité pour le Nîmes Olympique. Sinon, juste Romain Philippotto est parti à Brest pour 500 000 euros. Voilà. Ils ont quand même claqué 10 millions d'euros, hein, mon salaud, donc Oui, non, mais c'est pas d'accord, rien mais pour un petit club. oui, enfin, nous, on les a claqués en deux joueurs, quoi. Oui, non, mais bah, eux, bah, c'est pareil. Non, Ils ont mais quand même c'est claqué 10 Oui, incomparable. millions. Nous, mais on ne peut pas comparer nous et Nîmes. oui, non, mais forcément, mais il y a 10 millions de claqués, mais pour 7 joueurs et 7 joueurs qui vont renforcer l'équipe nîmoise. Enfin voilà, Oui, oui, non, mais c'est 7 joueurs qui peuvent aspirer à être titulaires au sein de l'équipe. allô, putain. Oui, non, mais j'ai entendu, je comprends, c'est pas un souci. Mais le truc, c'est qu'ils ont quand même claqué 10 millions d'euros. Ok, c'est sur quasiment 7 joueurs, mais ça prouve quand même ils sont assez ambitieux. Je pense qu'ils ont fait un bon boulot derrière au niveau du recrutement et tout ce qui va derrière. Après, moi, sincèrement, je ne connais pas du tout ces joueurs. Je ne me suis pas du tout intéressé au mercato de Nîmes. Après, j'ai l'impression, il me semble que déjà l'année dernière, ils ont fait à peu près les mêmes recrutements. Ils ont un peu pris sur des clubs de Ligue 2, sur des clubs, on va dire, sur des championnats un peu sombres. Ils ont pris 2, 3 joueurs. Comme Ils sont Ferrat. venus encore cette année. Ouais, comme Ferrat. Ils Mais ont encore Ferrat réussi qui cette est année. arrivé du Havre. Oui, Ferrat Bah, qui tu est vois, arrivé pour du 2 millions, Havre. je crois, un truc comme ça. Il C'est partait ça. pour 2 millions, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Après, faudra voir si la mayonnaise, elle prend. Après, encore une fois, ça dépend si ces joueurs-là, ils vont bien s'acclimater au club, si les internationaux, ils vont apprendre le français rapidement. Bref, après, il y a plein de facteurs qui font que. Écoute, après, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, moi, je pense pour leur maintien, on va dire de façon générale, ça va être un peu tendu quand même, comme chaque année, de toute façon. Oui, après, oui, ils seront forcément dans le bas de tableau à voir, oui, s'ils obtiendront le maintien. Et c'est peut-être là le seul objectif nîmois de la saison. Et oui, à noter donc le bon travail de Reda Hammach, le nouveau directeur sportif nîmois, donc qui, on peut le dire, a réussi son premier mercato d'été.
Les absents pour le Nîmes Olympique, on va les citer rapidement, enfin on va le citer rapidement puisqu'il n'y a que Djiljevic, j'y arrivé, j'arrive pas à prononcer son nom, mais vous l'aurez compris, positif au coronavirus et sera absent pour ce match. Sinon, pas beaucoup de joueurs nîmois absents, donc Nîmes qui se présentera avec un effectif au complet qui pourra peut-être compter sur ces deux recrues qu'on a citées précédemment, hein, à savoir, alors je les ai sous les yeux, excusez-moi, Karim Aribi et Niklas Eliasson, qui devraient être normalement qualifiés pour ce match. Ils sont arrivés vendredi. Mais si on va passer sur le joueur à suivre de Lucas, on a gardé le suspense. Vous vous demandez qui c'est, Lucas va nous le dévoiler. Lucas, qui est pour toi le joueur à surveiller du côté du Nîmes Olympique. Et il s'agit de l'homme en forme côté nîmois de ce début de saison, c'est Zinedine Ferrat. Donc il a 27 ans, il fait 1m83, il est ailier droit international algérien. Son profil, en gros, il est rapide, il est bon sur les coups de pied arrêtés, il est dribbleur, technique et a une très bonne vision du jeu. Son parcours professionnel en club, on va voir, et ensuite en sélection. Donc en club, de 2011 à 2016, il est passé à l'USM Alger, donc en Algérie, vous l'avez compris. Il a marqué 7 buts en 137 matchs, donc il a fait une bonne partie de sa carrière en Algérie. De 2016 à 2019, pardon, passage en France au Havre avec 13 buts en 120 matchs. Et c'est en 2019 qu'il signe à Nîmes, donc où il y a encore justement 6 buts en 33 matchs pardon, pour l'instant en cours. En sélection algérienne, donc il a fait toutes les catégories quasiment. Les moins de 17 ans, un but en un match. Les moins de 20 ans, 2 buts en 17 matchs. L'Algérie Espoir, 2 buts en 8 matchs. Et enfin, en cours, l'Algérie A, donc l'équipe 1 de l'Algérie, il a disputé 10 matchs. Son dernier match face à Lens, donc on va résumer un peu ce qu'il a fait face au Lensois. Donc il a décroché en première mi-temps pour aller chercher les ballons plus bas, donc pour aider ses coéquipiers. Il a manqué de précision dans les passes en première mi-temps. Il a occupé le côté droit de l'attaque, mais il s'est aussi permuté au côté gauche. Une action à la 61e, un centre dangereux dans le dos de la défense. Ripard qui manque de peu la reprise et il touche également plus de ballons en fin de match et à ce point qu'il marque le but nîmois à la 87e, donc l'égalisation nîmoise, un centre de Ripard côté gauche face à deux défenseurs et donc aux abords de la surface il conclut et ça fait égalisation nîmoise. Donc en bref, c'est un joueur qui a fait une grande partie de sa carrière en Algérie, qui est en train de se révéler en France par sa technique et sa très, très, très bonne vision du jeu. Il est également très bon sur les coups de pied arrêtés, donc ce sera un joueur à suivre de très près au marquage par les Montpellierins. Ouais, c'est lui qui les tire, notamment avec Ben Raoult. Voilà, ça alterne parfois les deux. Oui, bon, sur la fin de match face à Lens, tu as noté 6 buts face à Nîmes. Il y en a quand même 3 déjà depuis le début de saison. Donc, il y a que. Alors, il y a que le joueur lensois, je n'ai plus son nom, l'attaquant lensois, qui a marqué 4 buts cette saison. Ganago. Voilà, Banago exactement. Et sinon, Ferrat est dans les joueurs derrière, dont figure TJ Savanier, qui a marqué 3 buts cette saison déjà. Voilà, ça prouve qu'il est l'homme en forme, Fabrice, du côté nîmois, l'homme en forme de ce début de saison. L'homme en forme, déjà, je crois que Montpellier était dessus en Oui, 2016, il me juste semble. Il non, était dessus. un peu plus tard, mais Non, oui, après, c'est quand il était au Havre, il me semble. c'est ça. Quand il était au Peut-être Havre. 2018, on en a parlé, il était au Avant Havre. d'arriver à Nîmes, Montpellier était C'est dessus. ça. Quand il était au Havre. Et ben, pour avoir eu l'occasion de regarder quelques matchs de Ligue 2, bon, j'ai une vie de merde, mais bon, c'est pas grave, on l'a quand même regardé. Bah, en vrai, c'est un joueur intéressant. C'est un joueur intéressant qui peut jouer partout. C'est un gros dribbleur, c'est un bon passeur, c'est un bon finisseur quand il veut. Et ça va être un joueur chiant à défendre déjà. Je me rappelle déjà que l'année dernière, contre Montpellier, il avait fait un bon match, il me semble. Et il nous a pas porté quelques filets retors. Mais après, le problème, c'est que il est trop seul. Il est trop seul et malheureusement, Ripard et malgré les autres recrues et les autres joueurs nîmois, bon, Il y a quand même Nolan Roux devant. Hein. Ah, bah, Attention. Nolan Roux.
Je crois que Nolan Roux, on est sa victime, il me semble, à Montpellier. Donc, faire Mais gaffe. d'ailleurs, il est parti pour être titulaire avec Danke en attaque. Ah voilà, c'est ça. Il y a Kevin Denke, 19 ans, lui aussi très bon lorsqu'il s'agit de prendre la profondeur. Après, je pense qu'à 3, quand même, je pense que derrière, on tiendra. Mais après, en tout cas, Ferrat, bon petit joueur, mais trop seul par rapport à son équipe. Ouais, attention, enfin après, quand même, l'animation nîmoise, bon, il y a quand même deux joueurs à vocation offensive, donc ils sont arrivés, on en a parlé là, c'était vendredi. Et donc oui, il y a Denke, il y a Nolan Roux, il y a Benraou, Ripard. Ripard qui a été positionné latéral droit sur quelques matchs, alors assez surprenant, oui et oui. Il a joué latéral droit sur les premiers matchs de la saison. Écoutez, je n'en sais pas plus. Maintenant, ils ont recruté à ce poste-là. Donc, Ripard a été repositionné à un poste qui lui est plus familier lors des deux derniers matchs. On va passer donc sur les débats du match. Donc nous savons depuis la semaine dernière que ce match se disputera à huis clos. On n'en a pas encore parlé pour l'instant, mais on va y venir. Donc une décision qui n'a pas fait les affaires forcément du MHSC qui comptait sur le soutien de son public pour ce derby et qui est d'une importance capitale, on le sait, lors de ces matchs de cette envergure. Et un public qui a également aidé l'équipe à obtenir de bons résultats à domicile. Donc forcément, le fait de jouer à huis clos, est-ce que ça va handicaper le MHSC? Lucas, je te pose la question. Affirmer que ça va handicaper, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça peut handicaper, ce serait fou de dire le contraire. On l'a très bien vu en 2018, le 3-0, l'importance du public, l'ambiance était un truc de fou, d'ailleurs tous les joueurs l'ont dit. Même Bernard Blacard a souligné que ces joueurs n'étaient pas prêts à une telle ambiance et une telle pression auprès de ces joueurs nîmois. L'année dernière, c'était une ambiance un peu moins bonne qu'en 2018, mais c'était quand même une sacrée ambiance. Et quand tu as 20 000 personnes qui te poussent dans un derby, c'est indéniable. Forcément, tu joues mieux, forcément, tu es encore plus motivé. Et c'est surtout ce qui me fait peur et ce qui m'inquiète, c'est que les deux années précédentes, la pression était mise sur les Nîmois par le public. Là, les Nîmois, ils joueront à huis clos, ils seront pareil que s'ils étaient à domicile à huis clos. Enfin, ça veut dire que ça ne changera rien pour eux. Mm. Nous, oui, ça peut nous handicaper. Après, les joueurs savent qu'on est derrière eux. On va les soutenir d'ailleurs tout à l'heure au rassemblement. Donc, ils savent qu'on est derrière eux. Ils vont tout donner pour nous. Et j'espère qu'ils feront le boulot comme les 2 années précédentes. Fabrice, on dit souvent que lors des matchs à huis clos, les deux équipes sont pénalisées. Alors, on en a vu souvent à Saint-Étienne. Voilà, on a vu que lors des deux matchs, je ne sais pas, je dis peut-être face à Angers, les deux équipes sont pénalisées. Là, c'est un derby. Est-ce que forcément, comme le dit Lucas, c'est peut-être plus handicapant pour le MHSC que pour le Nîmes Olympique? Déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre. Déjà, il y a le côté, on va dire, public. Dans le sens où forcément, comme l'a dit Lucas il y a 2 ans, avec la superbe ambiance qu'il y avait, il y avait eu un espèce de teasing toute la semaine. Tous les jours, on sentait que ça montait de plus en plus avant le match. Toute cette ambiance a fait que, voilà, d'un côté, tu as Nîmes, ils sont cassés la gueule. D'un autre côté, Montpellier, ben, ils étaient comme des fous. Retour du derby depuis 25 ans. Voilà, On leur met c'était ça aussi. 3-0. Mm. Il y a tout ce côté. Même, je trouve, l'année dernière, bon, je trouvais que c'était un peu moins fort que l'année auparavant. Le public a quand même joué son rôle. Il y a eu une grosse pression. On a fait notre match, on a gagné, ainsi de suite. Mais là, c'est particulier. Déjà, de par les conditions et de par notre forme à domicile. De base, ok, donc on a huis clos. On peut dire que c'est une espèce de reboot. On pourrait dire ça comme ça. Il n'y aura pas de supporters, il y aura sûrement il y aura les supporters montpelliérains aux alentours du stade pour mettre un peu la pression, enfin voilà, histoire de montrer qu'on est là, parce que c'est quand même très important de faire ça pour leur dire, bon les gars, cette année on fait comme en 2018 et 2019, on leur met une branlée. Ça va être comme ça pendant les 10 prochaines années. Ouais, c'est pour dire, excuse-moi de te couper, Enfin, c'est pour voilà, dire, je sais. ouais, c'est pour dire, excuse-moi, hein, c'est pour dire on est à la Mosson, c'est pas parce qu'on n'est pas autorisé qu'on n'est pas là, on sera quand même derrière vous, on vous accueille à la Mosson, on est chez nous. Oui, Je te laisse finir. c'est comme le patriarche avec ses enfants. S'ils font une connerie, tu vois, c'est retour du bâton. Tu vois, je vois un peu cette image-là. Et ensuite, donc déjà, il y a cet aspect public. Et je pense qu'en fait, il y a surtout les aspects par rapport aux joueurs et par rapport à notre forme à domicile. Les gars, à domicile, on est injouable.
Et même s'il y a des supporters ou pas, les gars, on a fait un 3 sur 3. Il y avait à peine entre 4000 et 5000 supporters. Il n'y avait pas la butte, enfin, il y avait pas grand monde. Et je pense que les repères des joueurs par rapport au stade, par rapport à cette petite ambiance, par rapport à, vous savez, toutes ces petites choses qu'on peut pas décrire qu'un joueur peut ressentir par rapport dans un stade ou pas, s'il est à loose pas, s'il se sent à domicile et tout, fait que forcément, bah, on aura quand même l'avantage parce qu'on joue quand même à domicile. Et même, comme je vous dis auparavant, la série qu'on est en train de faire est immense. Et même par rapport à l'année dernière, on va les tuer. Franchement, j'imagine pas qu'on parte avec un désavantage ou pas. Je pense que ça va rien changer du fait qu'on soit à huis clos, surtout si on passe, admettons, de 1000 ou à 6000 spectateurs. Ça va rien changer du tout. Il y aura deux, trois pimpins qui vont gueuler et puis basta. Ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout. Le plus important, c'est que les joueurs prennent leurs repères et leurs repères finissent avec leurs repères et après qu'on encastre les niveaux, un point. Je pense que ça va se finir comme ça. Lucas, est-ce que tu partages la longue analyse de Fabrice? Alors, si tu es sur un point peut-être, ce qui faisait peut-être la force et le fait que Montpellier enchaînait les victoires à domicile était le soutien du public. Là, il n'y en aura pas. Est-ce que ça va peut-être aussi se jouer sur l'avant-match? Voilà, ce rassemblement qui arrive, là, on publie le podcast à 9 heures, mais donc il arrive dans un peu moins d'une heure, si vous nous écoutez donc à 9 heures. Voilà, il faut faire monter la pression, l'ambiance, même si on aura moins dans le stade, il faut quand même que les joueurs sentent la présence des supporters. Alors déjà, je vais répondre par rapport aux repères. Je suis d'accord avec Fabrice que même sans les supporters, les joueurs sentent qu'ils sont chez eux, ils ont leur marque à la Mosson. Même s'il n'y a pas le public, ils vont se dire c'est notre stade. On n'est pas dans le stade d'une autre équipe, il n'y a pas les supporters d'une autre équipe. C'est différent. Ils n'auront pas la même pression qu'à l'extérieur. Et concernant le public, ouais, c'est sûr, si on fait monter la pression, ça peut jouer. Mais il faut d'entrée quand même rentrer dans le match. Parce que certes, ils auront eu les soutiens avant, mais pendant, ils ne l'auront pas. Donc si tu commences mal le match, la pression qu'on leur a mis avant, le soutien qu'on leur a mis avant, ça aura servi à rien. Donc il faut garder en tête qu'on est derrière eux. Enfin, eux, il faut qu'ils gardent en tête qu'on est derrière eux. Et il faut surtout bien commencer ce match. Ce sera très important. Et je pense que celui qui marquera en premier gagnera. Et justement, parlant de gagner, c'est justement le match peut-être à ne pas perdre dans une saison. Le derby, voilà, c'est ce match qui compte plus que les autres. Montpellier, donc, qui joue sur sa pelouse, on l'a dit, avec ses repères dans son stade, chez eux, avec donc un public qui sera là en avant-match et pendant à distance. C'est un peu le maître mot en ce moment, face à des Nîmois donc, qu'ils ont battu 2 fois lors des saisons précédentes. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir une nouvelle victoire, messieurs. Donc, question toute simple. Fabrice, est-ce que la victoire, elle est obligatoire en fait cet après-midi? Après, en fait, ça va surtout dépendre je pense, des joueurs, surtout déjà, si on va le remporter ou pas. Après, est-ce que c'est important dès maintenant? Je pense que c'est quand même important dans un début de saison de continuer à gagner à domicile, d'engranger des points, on va dire d'être dans le bon wagon. Et après, je pense qu'il y a surtout peut-être la défaite morale. Tu vois, si on perd maintenant, au niveau comptable, ce ne sera pas grave. Mais si tu perds à domicile contre les rivales nîmois, ça risque de faire mal. Ça peut faire mal, on va dire, sur ton futur pour ta saison et ainsi de suite. Mais après, sincèrement, je ne vois pas perdre. Je vois pas. On en met 3 à Nice, on fait une super série à domicile, je ne vois pas perdre. Mais après, attention, après, il y a plein de scénarios qui peuvent s'écrire sur une seule balle, sur une erreur défensive, sur un but de fou. Enfin voilà. Après, bien sûr, c'est une équipe à surveiller. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Dans la mesure où on ne perd pas face à Nîmes, est-ce que tu te satisferais tout de même d'un match nul? Non, Non. sincèrement, non. Ok. Non. Lucas, pareil. C'est pour les supporters, la question est claire. C'est une victoire obligatoire. Dans les faits, sur le terrain, est-ce que ça l'est tout autant? Ouais, je pense pas que tu trouveras un supporter montpelliérain qui te dira que la victoire n'est pas obligatoire. Bien sûr qu'elle est obligatoire. On est à domicile, on est à la Mosson. Certes, il n'y a pas le public, mais on est chez nous.
On est intraitable à domicile. On les a battus 2 fois d'affilée l'année dernière. On a un groupe au complet, un 11 au complet. On joue contre Nîmes. En plus, c'est le derby. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner ce match, avec la manière ou pas, mais il faut gagner. Il faut les tordre comme on l'a fait il y a 2 ans, comme on l'a fait l'année dernière. On a gagné 15-0, mais on les a gagnés. Il faut prendre les 3 points déjà parce que il faut gagner tous les matchs à domicile, que ce soit Nîmes, Angers ou Dijon. Mais là, en plus, c'est Nîmes. Il y a même pas le débat. Il faut gagner. Et c'est exactement l'objectif donc qui sera là pour les Montpellierins, l'objectif de gagner coûte que coûte face aux rivaux nîmois tout à l'heure. On va terminer avec le pronostic, messieurs. On arrive à la fin de l'émission, alors pas intérêt de se planter cette fois-là. À noter qu'on a eu un champion la semaine dernière, voilà. Donc pronostic 2-2 qui est passé. Donc ça fait un partout avec Lucas. On n'a eu que 2 bons pronos pour l'instant depuis le début de la saison. On espère en avoir d'autres Ah ben, on peut pas compter aujourd'hui. sur Julien. C'est ça. Alors Lucas, ton pronostic pour ce derby? Mon pronostic, 2-0 pour Montpellier, bien sûr. Savanier pour son premier derby face à Nîmes en tant que Montpellierin. Et Delors qui a la hargne et tout simplement le petit duo de vrais pailladins. Savanier qui a été blessé l'an dernier, effectivement. Tu fais bien le souligner, Lucas. Premier derby avec le maillot de Montpellier. Fabrice, ton prono? Moi, je vois 3-1 Bah, sec. ouais, Ah, c'est bon, vous inquiétez voilà. pas, c'est bon, je vais pas faire des trucs, c'est bon. J'ai Pas mal, eu hein. peur. Franchement, je vois 3-1 sec. Ouais. Et je pense qu'on va se prendre un but parce qu'on n'est pas si solide que ça. Et le 3 parce que je pense que Nîmes, défensivement, c'est assez faible, je trouve. Et je parie un but de Savanier qui célèbre son but. Ouais, je pense qu'il va le Il va le célébrer célébrer. aussi. Moi, je Ouais. pense qu'il Il va va le célébrer. Il va pas il va se faire- gêner devant la foule en furie, il va le célébrer. je pense qu'il va choper les caravanes, le cuivre et compagnie du stade. Il va faire un drive-by dans tout Saint-Martin. Enfin, t'inquiète pas, c'est de la folie. Ça peut être monumental, ouais, le but de C'est Savanier. Gély, Alors, la cité Gély est pas C'est pas pareil, Saint-Martin. Saint-Martin, c'était joli. ouais, là, c'était Gély. Ouais. Allez, moi, j'allais 2-1. Ouais, peut-être avec l'avis de Fabrice, encore compliqué pour le clean sheet en ce moment, mais quand même une attaque assez impériale. Et donc, ouais, je veux bien voir le but de Savanier et allez, le but de Gaëtan Laborde pour faire fermer les bouches, dire Attends, une je question. suis à Montpellier, oui. Juste pour faire chier, est-ce qu'on peut faire du 1-2 ou pas? Genre, j'annonce 2-0 à la mi-temps et 1 partout à la seconde mi-temps. J'aurai des points bonus ou pas? Ah, d'accord, donc en fait, Montpellier mène 2-0 à la mi-temps, 2-0 à la et mi-temps et 1 partout après sur la seconde mi-temps. donc 3-1 au final. Ok, C'est ça. ouais, ok. Si tu veux, si c'est ça, ben écoutera, tu auras ton encadré sur le site avec le bon prono de Fabrice. Allez, on fera comme ça. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour cette émission, pour ce derby. On espère que Ouais, merci Dorian et on espère sera là. on espère que les joueurs nous auront écoutés et qu'ils vont rapporter les 3 points. Ouais, Lucas, Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Donc on se retrouve après la trêve. Lucas, peut-être un peu avant, on décidera de tout ça, faire un petit bilan du début de saison Montpellierin. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite un très bon derby. On espère que la victoire sera là pour le MHSC. Allez, à plus tard. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.